nous avons eu hier les vœux du président Trump. Alors les vœux du président Trump, je vais vous montrer quand même ce qu'il a raconté. On a donc les marginaux et les voyous de Joe Biden, comme le dérangé Jack Smith, qui est un procureur, s'en prennent à moi, à des niveaux de persécution jamais vus auparavant. Ça s'appelle d'ingérence électorale. Joyeux Noël. Et on a un deuxième carton qui est, me semble-t-il, de mémoire un petit peu plus ordurier, aux dirigeants du monde entier, bons ou mauvais, mais aucun d'entre eux ne si maléfique et malade que les voyous que nous avons à l'intérieur, qu'ils pourrissent en enfer. Encore une fois, joyeux Noël. Alors voilà, bon, c'est du Trump pur jus, c'est du Trump dans le texte, qui ne surprend absolument pas et qu'arrive même à justifier le représentant du Parti républicain américain ici en France. On va l'écouter. Il s'appelle Nicolas Conquer. Voilà ce qu'il en a dit il y a quelques heures. Ces vœux, ils s'inscrivent dans une persécution dont il fait victime. C'était important de rappeler que on est dans une année de campagne. La primaire n'est plus qu'à 2 semaines. Le lancement de la primaire républicaine en Iowa est dans 2 semaines. Et là, au-delà des 4 inculpations dont il fait l'objet, il y a des nouvelles tentatives de la part de cours suprêmes locales, donc notamment en Californie, qui cherchent à invalider sa candidature. Donc là, on est tout simplement en train d'évincer le favori à la prochaine élection présidentielle, sous des motifs assez fallacieux et qui vont d'ailleurs être déboutés, mais de manière très claire, par la Cour suprême fédérale. Alors ça, c'est la parole qui est dispensée par les représentants du Parti républicain et donc affidée à Trump à l'étranger. Et là-bas, aux États-Unis, comment ça a été perçu? Parce que c'est pas ordinaire quand même des vœux de ce style-là. Ici, en tout cas, on n'est pas habitué à ça. Eh bien, Sophie Chevallereau, la représentante de LCI permanente à Washington, bien évidemment, est sortie de chez elle et est allée voir un peu comment l'opinion publique réagissait. Voilà ce qu'elle a à nous en dire. Les vœux de Noël de Donald Trump, si on peut appeler cela des vœux, sont évidemment très commentés dans les médias américains. Mais il y a finalement une habitude qui s'est installée aux États-Unis. Les Américains se sont habitués depuis plusieurs années maintenant à ces grossièretés, au langage grossier de Donald Trump, alors même qu'il s'agit d'un ancien président. Cette fois-ci, il s'en prend non seulement à Joe Biden, mais également au procureur Jack Smith, qui l'a inculpé à 2 reprises, récemment pour tentative de fraude électorale en 2020. Il les présente comme des voyous, il l'écrit comme ça en majuscule sur ses réseaux sociaux. Il se dit victime d'une chasse aux sorcières et leur souhaite de pourrir en enfer. Mais souvenez-vous, pas plus tard que le mois dernier, il avait déjà présenté ses opposants politiques comme de la vermine, utilisant ainsi un terme employé par les fascistes. Il s'en prend souvent à Joe Biden, il se moque régulièrement de son âge, de son physique. Alors oui, ces insultes, elles font toujours réagir, mais elles sont tellement répétitives que finalement les Américains s'y sont habitués et sont de moins en moins surpris. Donald Trump lui réussit toujours à faire parler de lui et ses insultes, ses expressions sont d'ailleurs reprises par ses partisans plus que jamais derrière lui. Axel Gilden, vous avez passé un bon moment aux États-Unis donc pour faire cette enquête pour l'Express baptisée Au secours, Trump revient. Nous, on n'est pas habitués à ce genre de choses, enfin en tout cas depuis les années 30, dirons-nous, parce que c'est vrai que c'était extrêmement violent aussi en France à cette époque-là. Après, ça s'est polissé, dirons-nous. J'avais l'impression, moi, que jusqu'à Bush, finalement, et même au-delà, c'était pareil aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent d'outrancier, d'ordurier, de dénigrant, de discriminant, de tout ce que vous voulez, personne ne réagit, en tout cas dans son camp? Alors, les Américains ne sont pas habitués non plus, c'est quand même exceptionnel, un ex-président, un futur président. Ils sont réputés être bien élevés quand même. Et c'est vrai qu'il faut faire un petit peu de psychologie quand on parle de Donald Trump. Donald Trump, il a 2 caractéristiques. Il y en a une qui est commune à beaucoup de présidents de la République, c'est qu'il est extraverti. C'était le cas de Theodore Roosevelt, c'était le cas de Franklin Delano Roosevelt, son cousin, c'était le cas de Bill Clinton, c'était le cas aussi de George W. Bush que vous venez de mentionner, à la différence de Obama qui était plutôt quelqu'un d'introverti, le père de George Bush aussi était plutôt introverti, donc ça c'est une caractéristique commune à beaucoup d'hommes politiques en réalité, de personnages publics. Mais il a une chose qui est unique, c'est qu'il est désagréable. Et il a une espèce de taux de ce qu'on pourrait appeler de désagréabilité qui est très élevé. Et en fait, ça marche, ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'il continue. Parce que Donald Trump et ses supporters aiment ça, d'ailleurs, ça a été dit dans le reportage, les gens reprennent. En fait, ça marche. Et Donald Trump, il fait toujours ce qui marche pour lui.
Peu importe, je veux dire, de faire comment dirais-je, un doigt d'honneur à toute la classe politique. Au contraire, c'est populaire. Donc ça marche pour lui. Il est en conflit avec tout l'établissement depuis maintenant une dizaine d'années, même plus en réalité depuis au moins 30, avant même qu'il soit politique. Donc ce qui compte pour lui, c'est vraiment d'être sous les projecteurs. Et là, il y a eu la séquence avec le Colorado, avec la Cour suprême du Colorado. Oui, je voudrais qu'on en reparle d'ailleurs. On va certainement en parler. Et Laurent Dinlégier, bon. Et là, hop, à chaque fois, c'est la même chose, c'est le même système. Et ça va. Alors, c'est l'escalade, c'est toujours, mais ça va continuer. Ça va être de plus en plus dingue. Il reste encore 11 mois. Mais en fait, on n'a même pas le premier caucus, donc voilà. C'est incroyable. Dingue, je ne sais même pas si c'est le mot, parce que c'est pas vraiment de la dinguerie. En réalité, c'est complètement calculé. Justement, le problème, quand on le voit évoluer en tribune et vitupérer et s'énerver tout seul, on se pose la question de savoir s'il a toute sa raison, cet homme. Ou est-ce que vraiment, il maîtrise tellement sa folie qu'il donne l'impression mais pas du tout. Mais c'est pas de la folie. La folie, les maladies psychiatriques, c'est des choses qui vous empêchent de fonctionner dans la vie. Si vous êtes véritablement, je veux dire, schizophrène, si vous ne pouvez pas fonctionner dans la société. Or, Donald Trump a malgré tout été assez successful. Il a remporté des succès dans sa carrière. Il a mené une carrière d'homme politique, d'homme d'affaires. Bon, il était héritier, certes, mais enfin, il a quand même développé le business de papa en passant de la banlieue à Manhattan, ce qui est d'ailleurs un grand accomplissement pour lui, symbolique. Par la suite, il a fait une grande carrière télévisuelle et enfin, il a quand même réussi à devenir président des États-Unis. C'est quand même pas exactement rien, quoi. Non. Donc, je pense qu'on se trompe si on dit que cet homme-là est fou. Il n'est pas fou du tout, en fait. Il est l'outsider qui vient pas du peuple, mais il sait exactement connecter avec toute cette partie et de la classe populaire américaine. Pourquoi d'ailleurs ? Parce que c'est quelqu'un qui a travaillé dans le show business toute sa vie. Donc il sait très bien, notamment il a organisé des combats de catch, des combats de boxe plus exactement. Il sait très bien comment ça marche. Je veux dire, l'outsider, le underdog, le Apollo Creed dans Rocky, c'est-à-dire le challenger dans Rocky, ça marche. Et c'est pas grave qu'il soit violent, désagréable. Encore une fois, la victimisation, dans son cas, elle est applaudie. Voilà. Je ne peux pas vous dire autre chose. Mais autant, une grande partie des Américains. Autant quand certains commentateurs disent que Poutine est fou, dérangé, cinglé, etc., là, ça me semble être totalement abusif, parce que alors lui, il est bien construit, et quand il avance ses pions, il sait où les met. Lui... il a l'air divagant. Enfin, que vous disent vos amis américains, puisque vous êtes d'origine américaine, si je ne m'abuse, non ? Franco-américaine. Franco-américaine. Tout à fait. Vous avez du monde là-bas qui vous appelle. Justement, cette question, il est passé du banlieue à la ville. Je pense que pour comprendre son énervement contre l'establishment, on peut aussi revenir à ses origines. Et je pense que cette relation qu'il a avec des gens bien élevés, on parlait des Bush ou même d'Obama, qui ont fait des grandes écoles, mais qui sont bien élevé, comme on dira ici, et qui se comporte comme nous on attend d'un président, lui, il ne vient pas de ces milieux-là, et ça lui a poursuivi pendant longtemps. Il n'est pas forcément aimé aussi par les classes, les bien élevés à New York. Je pense qu'il y a aussi cette haine qui irradie, qui n'est pas forcément une folie, qui est juste quelqu'un qui vraiment en veut à beaucoup de monde. Et cette victimisation dont il fait partie, ça résonne dans le public qu'il représente, tout simplement. Ok, en tout cas, ça paye, de toute évidence, ça paye. On va voir, on a quelques chiffres à vous proposer, puisqu'on est à maintenant, combien, 2 semaines du premier... Le 15 janvier, le premier caucus de l'Iowa, c'est le 15 janvier. Le 15 janvier, on est à 3 semaines, ok. Voilà où on en est. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que DeSantis, moi, j'aurais mis un billet de 50 il y a 1 an sur DeSantis. Il est à 7 points. Il a été doublé par Nikki Haley. Et 64 pour Trump. Donc, la convention républicaine, elle se tient où, la convention républicaine ? Je ne sais plus, cet été, là. Je me demande si c'est pas à Détroit ou une ville par là-bas. En tout cas. C'est par là. Bon, enfin, il me semble que c'est par là. Sauf coup de théâtre, crise cardiaque de Trump ou ce que vous voulez, normalement, il devrait être choisi pour le parti républicain. Enfin, a priori, il va y aller. Et on a d'autres chiffres.
chiffres. Alors ça, c'est pour la primaire des Républicains. Et alors, pour 6 États clés, donc Géorgie, Arizona, Pennsylvanie, Michigan, Nevada, Wisconsin, bon, alors, c'est pas non plus 2 tiers, 1 tiers, on est d'accord, hein, et à la limite, on est tellement loin de l'élection que 5 points, ça peut le jouer pour Biden. Hein. En gros, il y a 5 points d'écart, quoi, en substance, sauf dans le Nevada, où c'est un peu plus, et le Wisconsin, où Biden est juste devant. Mais voilà, on voit quand même que il est bien parti, il est objectivement bien parti, ce qui ne veut pas dire qu'il y sera, mais il est quand même bien parti, et je crois qu'on a un troisième... Non, on n'a pas le troisième carton, mais déjà ces deux-là sont suffisamment parlants. Monsieur de Glignasti, vous le diplomate, vous n'avez pas été en poste en Amérique, hein, au Brésil. Au Brésil, oui. Oui, enfin, ça n'a strictement rien à voir. New York, c'est pas l'Amérique, enfin. Ah, vous étiez aux Nations Unies ? J'étais directeur des Nations Unies, j'étais à New York. D'accord, ok. Est-ce que, alors, vous avez vécu un autre monde politique américain, c'était une autre époque, une autre planète quasiment. Oui. Comment est-ce que vous percevez cette évolution que nous, on est là en train de regarder ça de manière complètement interloquée? Ça vous surprend ou pas? Est-ce que c'est une logique depuis Reagan? On y allait depuis Reagan, tranquillement mais sûrement. Et je pense qu'il y a une continuité. Moi, je me souviens très bien que les Américains, par exemple, ont cessé de payer leurs contributions à l'ONU pendant presque 10 ans. Et Clinton, qui souhaitait les payer, n'arrivait pas à obtenir l'autorisation du Congrès pour les payer. C'est-à-dire que tant chez les démocrates que chez les républicains à l'époque, il y avait un lobby qui disait l'Amérique n'a pas à s'incliner devant un gouvernement multinational, etc., etc. Donc il y avait cette tendance qui existait déjà. Ensuite, effectivement, moi je ne connaissais que la côte Est, et on voit bien que l'Amérique profonde, c'est pas ça, et qu'il y a une révolte des gens normaux, si je puis dire, par rapport à l'aristocratie de la côte Est, l'aristocratie intellectuelle qui, elle, est européenne, qui nous parle beaucoup plus. Et la troisième chose aussi, c'est qu'après, dans le passé, les présidents américains, même populistes, parce que Reagan était quand même un peu de ce profil-là, ne faisaient pas d'erreurs diplomatiques majeures. Reagan, il a quand même gagné, en quelque sorte, la guerre froide, même si c'est un peu sommaire. C'est clair, il a cassé les reins aux Russes. Hein. Alors que Trump a fait au moins 2 erreurs diplomatiques majeures et qui emportent des conséquences pour la suite de l'histoire des États-Unis et du monde, c'est qu'il a cassé l'alliance qu'Obama avait montée en Asie contre la Chine, et ça, les Américains le payent encore maintenant. Et deuxièmement, il a cassé l'accord qu'on avait signé pour empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. Ce sont 2 erreurs majeures qui n'ont pas fini de porter des conséquences néfastes. Et selon